Et quand vous obtenez cela, vous savez, cela assure plus ou moins une nomination parce que, il n'y a probablement que 10 rôles d'une certaine importance. John Wayne n'a jamais servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a mené une guerre secrète que personne ne connaissait. Dans les années 1950, des assassins soviétiques le traquaient à travers l'Amérique. Ils ont essayé de le tuer dans son bureau, sur des plateaux de cinéma, et ont même envoyé des snipers au Mexique. Wayne a refusé la protection du FBI et les a affrontés lui-même. Il a sorti une arme sur 2 agents du KGB et a dit quelque chose qui les a complètement brisés. L'histoire est restée cachée pendant des décennies jusqu'à ce qu'un réalisateur célèbre révèle le secret lors d'un dîner. Mais la vraie question demeure. Cette confrontation légendaire était-elle réellement vraie ou le plus grand mythe d'Hollywood? John Wayne est né le 26 mai 1907 dans une petite maison au 224 South 2nd Street à Winterset, Iowa. Le journal local a rapporté qu'il pesait 13 livres, ce qui a choqué tout le monde à l'époque. Son père, Clyde, travaillait comme pharmacien, mais pas un pharmacien prospère. Il gagnait à peine plus qu'un vendeur de magasin, et ils étaient toujours à court d'argent. Sa mère, Mary, venait du Nebraska, et elle avait des rêves, mais aucun d'eux n'était facile à atteindre dans cette petite ville de l'Iowa. Clyde avait un joli visage et un sourire que les femmes remarquaient, mais le charme ne pouvait pas payer les factures. Il n'arrêtait pas d'ouvrir des pharmacies qui faisaient faillite. En 1910, ils étaient en faillite et vivaient avec les parents de Mary à Des Moines, essayant simplement de survivre. La famille a déménagé 5 fois en 7 ans, rien qu'en Iowa, de Winterset à Brooklyn en passant par Earlham, Keokuk et retour. En 1914, alors que Marianne n'avait que 7 ans, leur dernière maison à Brooklyn a pris feu à cause d'une étincelle de cuisinière. C'était le signe final. Ils ont emballé ce qu'ils pouvaient et ont déménagé en Californie. Ce feu est resté gravé dans sa mémoire pour toujours. En 1916, il vivait à Glendale, au 404 Isabel Street. Marianne avait un vrai ami, un énorme Airedale terrier nommé Duke, qui le suivait partout. Ils étaient inséparables. Un pompier local les voyait passer chaque jour et a commencé à l'appeler Little Duke et le chien Big Duke. Marianne aimait beaucoup plus ça que son nom de naissance, qu'il trouvait doux. Alors, il est devenu Duke à partir de ce jour-là. Et ça lui est resté. Au lycée, Marianne Morrison n'était pas seulement grand. Il mesurait 1,90 m et jouait au football comme un train sans frein. Il était intelligent aussi. Il dirigeait la Société latine, écrivait pour le journal de l'école et débattait avec les meilleurs d'entre eux. En 1925, il a obtenu une bourse pour jouer au football à l'USC. Et il semblait que la vie finissait enfin par s'améliorer. Mais un jour, alors qu'il faisait du body surf à Huntington Beach, il a fait une mauvaise chute. Ses clavicules se sont brisées. Il a raconté à l'entraîneur une histoire inventée pour cacher l'accident. Mais la vérité n'avait pas d'importance. Il ne pouvait plus jouer comme avant. Ils lui ont retiré sa bourse. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner en mai 1927. Alors qu'il était encore à l'USC, il a pris un emploi chez Fox Studios comme accessoiriste pour 35 $ par semaine, et c'était à peine suffisant pour survivre. Il faisait tout. Il portait des meubles, aidait les électriciens, déplaçait des animaux. Il a même travaillé comme figurant dans 9 films muets entre 1925 et 1929. Aucun d'eux ne l'a crédité. Personne ne connaissait son nom. Dans l'un de ses films, il jouait un riche joueur de football de l'Ivy League, même s'il pouvait à peine se permettre de payer le loyer dans la vraie vie. En mai 1927, sans plus rien, il a essayé d'échapper à tout cela en se faufilant sur un navire pour Hawaï. Il s'est fait prendre et a été renvoyé en juin. Ruiné et embarrassé, il est allé directement voir John Ford et a supplié pour n'importe quel emploi. Il a eu un coup de chance. En 1930, le réalisateur Raoul Walsh avait besoin de quelqu'un pour jouer dans The Big Trail. Il a vu Wayne déplacer des meubles et l'a choisi sur le champ, mais Marianne Morrison ne sonnait pas comme un premier rôle.
Walsh aimait le nom Anthony Wayne, d'après le général américain, mais le studio l'a rejeté. Ils se sont donc mis d'accord sur John Wayne, et la décision a été prise sans lui demander. Il n'a pas eu son mot à dire sur le nom qui allait devenir célèbre dans le monde entier. Un jour, il était un accessoiriste anonyme. Le lendemain, il était John Wayne, le visage d'un western à 1 million de dollars. Mais The Big Trail a été un désastre. Fox l'a tourné dans un format grand écran sophistiqué appelé 70 mm, mais presque aucun cinéma dans le pays ne disposait de l'équipement adéquat. Il a coûté 2 millions de dollars à réaliser. Il a lamentablement échoué. Wayne a assumé la responsabilité. Il a été mis sur liste noire par les grands studios et poussé vers des films à petit budget. De 1930 à 1939, il en a réalisé plus de 80, gagnant environ 75 $ par film. Certains ont été tournés en seulement 4 jours. Dans un film, il a dû chanter. Le problème, c'est qu'il ne savait pas chanter du tout. La voix était tellement maladroite que c'est devenu une blague. Il a porté le même costume dans plusieurs films parce qu'il n'avait pas les moyens d'en avoir plus. C'était épuisant. C'était humiliant. Mais il n'a pas arrêté. Il a réalisé passé ses propres cascades. À l'époque, cela signifiait de la douleur. Il devait tomber de chevaux au galop en utilisant une astuce cruelle appelée le Running W. Ils attachaient des fils aux pattes du cheval pour les faire trébucher. Les chevaux se cassaient souvent les pattes. Wayne s'est fait projeter, s'est cogné contre des rochers et s'est blessé au dos de façon permanente. Mais il n'y avait pas de cascadeur, pas de filet de sécurité, juste lui qui encaissait chaque coup pour un chèque de paie. Des années plus tard, il a refusé de travailler à nouveau sur des films qui utilisaient ces astuces brutales. Il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. En 1934, il a travaillé en étroite collaboration avec Yakima Canott, une star de rodéo intrépide qui lui a appris à marcher comme un cow-boy, à parler comme un cow-boy et à monter à cheval comme un cow-boy, lui aussi. Au cours d'une cascade dans The Lucky Texan, Wayne a essayé de sauter d'un cheval dans un wagon. Il a raté son coup. Il s'est écrasé le visage contre un rocher. Sa cicatrice à la mâchoire et son nez légèrement tordu proviennent de cet accident. Ils n'ont jamais complètement guéri, mais ils sont devenus une partie de son look. Il a continué, apprenant à donner de faux coups de poing et à tomber juste comme il faut, pour que ça ait l'air réel sans se faire tuer. Puis tout a changé en 1939. John Ford lui a donné une autre chance dans Stagecoach. Le budget était de 546 200 $. Pas petit, mais pas énorme non plus. Ils ont filmé à Monument Valley, et quand Wayne est apparu à l'écran sous les traits de Ringo Kid, tenant une selle dans une main et faisant tournoyer une Winchester dans l'autre, tout s'est mis en place. Ce plan, zoomant sur son corps de 1993, lui donnait l'air de posséder l'écran. Le film a rapporté 1,1 million de dollars aux États-Unis, et Wayne est passé d'acteur de film de série B à une grande star. En coulisses, Ford était impitoyable. Il criait sur Wayne devant l'équipe, se moquait de sa démarche, lui disait qu'il jouait comme un œuf poché. C'était cruel. Mais Ford pensait qu'il devait briser Wayne pour le reconstruire. Il ne voulait pas d'un faux dur à cuire. Il voulait la vraie chose. Et Wayne a encaissé chaque insulte. Il ne s'est pas disputé. Il a juste travaillé plus dur. Cette raclée a donné naissance à l'acteur qui allait devenir un symbole de force pendant les 3 décennies suivantes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que de jeunes hommes américains ont tout quitté pour se battre, John Wayne est resté à Hollywood. Il avait déjà 34 ans lorsque Pearl Harbor a été attaqué en 1941. Son corps était fort. Sa santé était parfaite, mais il a affirmé qu'il avait 4 enfants à sa charge. Cela lui a valu un report de classe 3A. Ainsi, pendant que de vrais soldats partaient à la guerre, John Wayne a enfilé un costume et en est devenu un dans les films. En 1942, il a joué dans Flying Tigers dans le rôle du capitaine Jim Gordon, un courageux pilote américain combattant en Chine. Les cinémas étaient bondés et les gens acclamaient le héros à l'écran. Mais dans la vraie vie, beaucoup n'applaudissaient pas.
Derrière des portes closes, le patron du studio, Herbert Yates, a dit à Wayne de ne pas s'enrôler. Il a dit que si Wayne rejoignait l'armée, Republic Pictures le poursuivrait en justice. Wayne était leur seule grande star, et ils avaient besoin de lui pour continuer à gagner de l'argent. Plus tard, lorsque le statut de Wayne au service militaire a été changé en 1A, ce qui signifie qu'il était apte à servir, Hollywood est intervenu à nouveau. Ils l'ont fait reclasser en 2A, affirmant qu'il était vital pour l'intérêt de la nation grâce au cinéma. Le gouvernement a accepté et comme ça, l'homme qui ressemblait au héros américain à l'écran n'a jamais eu à risquer sa vie hors écran. Ce fossé entre l'image et la vérité l'a suivi pour toujours. 2 ans plus tard, en 1944, The Fighting Seabees est sorti en salle. Le personnage de Wayne meurt dans une explosion de bulldozer, se sacrifiant pour l'effort de guerre. Les spectateurs ont pleuré. Mais lorsque l'équipe de tournage a visité les zones militaires du Pacifique Sud, les vrais militaires n'ont pas été impressionnés. Certains ont même essayé de se battre avec Wayne, en colère qu'il ait échappé au vrai danger. Même si le film a été nominé pour un Academy Award, de nombreux anciens combattants n'ont pas pu séparer l'acteur de la vérité. Wayne a joué un homme qui a donné sa vie pour son pays. Mais son propre report de service militaire disait qu'il était trop important pour quitter la Californie. La vérité constate que Wayne vivait une guerre très différente à Hollywood. Pendant le tournage de Seven Sinners en 1940, il a rencontré Marlene Dietrich. Elle n'était pas seulement belle, elle était audacieuse. Au moment où elle a vu Wayne, elle a dit au réalisateur « Achetez-moi ça ». Ils ont commencé une liaison passionnée. Même si Wayne était marié et avait 3 enfants, il a essayé de jongler avec les 2 vies. Mari et père d'un côté, romance hollywoodienne de l'autre, sa femme Joséphine a souffert en silence. Elle a demandé la séparation en 1943 et finalement le divorce en 1944. Le tribunal a statué en sa faveur, affirmant que Wayne lui avait causé des douleurs physiques et émotionnelles. La séparation lui a coûté 100 000 $, ce qui représenterait plus de 1,5 million de dollars aujourd'hui. La liaison avec Dietrich l'avait consumé. Certains pensent même que c'est en partie la raison pour laquelle il ne s'est pas enrôlé. Il ne pouvait pas supporter de la quitter. Pendant que les soldats américains saignaient en Europe et dans le Pacifique, Wayne tournait Back to Bataan en 1945. Il jouait un colonel menant des guérilleros philippins contre le Japon. Mais cette fois, les critiques se sont faites plus fortes. Il avait fait 13 films liés à la guerre, sans jamais mettre les pieds sur un champ de bataille. Les anciens combattants ont vu le moment de la sortie du film, juste après la capitulation de l'Allemagne, comme profondément insultant. On avait l'impression que Wayne profitait de la souffrance des autres hommes. Les cinémas étaient toujours remplis. Le film a rapporté des millions. Mais l'image de Wayne en tant que héros de guerre était maintenant construite sur la fiction et les gens le savaient. Il a commencé à recevoir des lettres, des centaines d'entre elles. Beaucoup l'ont traité de lâche. Certains l'ont traité de pire. La culpabilité le rongeait. Sa 3e femme, Pilar, a dit un jour qu'il avait passé le reste de sa vie à essayer de prouver qu'il n'était pas faible. Pendant la guerre froide, il est allé jusqu'aux extrêmes. Il n'a pas seulement soutenu la politique anticommuniste, il en est devenu un symbole. Il a soutenu la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Il a joué dans des films qui véhiculaient leur message. Il a essayé de rejoindre l'OSS, le groupe qui est devenu la CIA juste pour prouver qu'il pouvait servir. Ils l'ont rejeté, mais il n'a pas cessé d'essayer de prouver sa loyauté. Il a visité les bases de l'USO en 1943 et 1944, serrant la main de soldats qui avaient fait ce qu'il n'avait jamais fait. La honte ne l'a jamais quitté. En 1948, il a joué dans La Rivière Rouge, un film qui allait devenir un classique. Mais en coulisses, il s'est heurté au réalisateur Howard Hawks et le plateau était plein de tensions. Wayne jouait un homme beaucoup plus âgé que lui, un rancher dur qui se battait pour contrôler un troupeau de bétail. Sa performance a choqué les gens. Même John Ford, son ancien réalisateur, a admis qu'il ne savait pas que Wayne pouvait jouer comme ça. Le film a obtenu 2 nominations aux Oscars.
Mais même dans le triomphe, le passé de Wayne l'a rattrapé. Sa vie personnelle a continué à s'effondrer. Après avoir divorcé de Joséphine, il a épousé Esperanza Bauer. Ce mariage s'est également mal terminé, avec des accusations de violence, de tromperie et de consommation d'alcool. En 1952, alors qu'il faisait du repérage au Pérou, il a rencontré Pilar Palette. Elle était plus jeune, mariée et fascinante. Ils ont entamé une liaison qui s'est transformée en troisième mariage de Wayne. Mais même cela n'a pas duré. En 1971, ils étaient séparés. Ils n'ont jamais divorcé, mais Wayne l'a tenu à l'écart de sa succession. Lorsqu'il est mort en 1969, il avait 3 mariages ratés et 6 enfants. Les tabloïds ont suivi chaque détail. En 1956, Wayne a joué dans La prisonnière du désert, incarnant un vétéran raciste de la guerre civile obsédé par la vengeance. Le rôle était sombre et brut, et il semblait étrangement réel. Wayne avait déjà fait des commentaires sur les Amérindiens dans des interviews qui ressemblaient au personnage qu'il jouait. Les critiques ont salué l'audace du film, mais d'autres ont remarqué le chevauchement entre l'homme et le rôle. Wayne ne se contentait pas de jouer quelqu'un rempli de haine. Il reflétait une partie de lui-même. En 1960, il a réalisé Alamo, un film qu'il a réalisé, produit et en partie financé. Il pensait que ce serait son héritage, mais cela l'a presque ruiné. Le budget a dépassé les 12 millions de dollars. Il a dû contracter des prêts, des hypothèques et même risquer ses voitures personnelles pour le terminer. Le film a été maudit par des accidents. Un acteur s'est cassé le pied. Un figurant est mort dans un incident domestique. Wayne a été contraint de témoigner devant le tribunal. Le film a remporté un Oscar pour le son, mais il a échoué financièrement. Wayne a perdu de l'argent et de la confiance. Il ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'étiquette de planqué. Ainsi, en 1952, il a réalisé Big Jim McLean, un film qui glorifiait le HUAC et transformait la chasse aux communistes en une mission héroïque. Il ne s'est pas contenté de jouer dedans, il l'a produit. C'était la première fois qu'il passait derrière la caméra en tant que patron de studio. Les critiques s'en sont moqués, mais Wayne a obtenu ce qu'il voulait. Il s'est fait le visage de la lutte anticommuniste. La même année, il a contribué à faire expulser Carl Foreman. Le scénariste de Le Train sifflera 3 fois du pays. Foreman avait refusé de donner des noms au HUAC. Wayne ne lui a pas pardonné. Lorsque Gary Cooper s'est associé à Foreman, Wayne l'a menacé. Cooper a remporté un Oscar pour Le Train sifflera 3 fois. Wayne a toujours affirmé qu'il ne regrettait jamais d'avoir exilé l'homme qui l'avait écrit. L'obsession de Wayne pour l'anticommunisme est devenue encore plus sombre. Il a rejoint la John Birch Society, un groupe convaincu que le gouvernement était déjà sous contrôle communiste. Il croyait que le président Eisenhower était un agent soviétique. Wayne a finalement quitté le groupe, mais il ne s'est jamais adouci. Il a traité les communistes d'ennemis de la liberté. Il s'est querellé avec Kirk Douglas, qui a contribué à briser la liste noire en embauchant l'écrivain Dalton Trumbo. Wayne croyait même que Staline avait essayé de l'assassiner. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles Wayne était un informateur du FBI. Il aurait donné des noms en coulisses, aidant à mettre des acteurs sur liste noire comme Philip Loeb. Loeb, incapable de trouver du travail, s'est suicidé en 1955. Il avait un fils malade à charge. Il ne pouvait pas s'en sortir sans revenu. L'alliance de Wayne a contribué à créer le système qui l'a détruit. La liste noire a ruiné des centaines de vies et Wayne a contribué à la faire appliquer. En 1964, le coût de ses années de tabagisme excessif l'a rattrapé. Les médecins ont trouvé une tumeur de la taille d'une balle de golf sur son poumon gauche. Il fumait jusqu'à 5 paquets par jour lorsqu'ils l'ont découverte. Il a perdu un poumon et une partie de ses côtes lors d'une opération chirurgicale. Mais même alors, il n'a pas complètement arrêté. Il a continué à apparaître dans des publicités pour Camel, tenant toujours des cigarettes. Sa respiration ne s'est jamais rétablie. Pendant les 15 années suivantes, chaque film, chaque scène était accompagnée de douleur.
En 1968, il a co-réalisé Les Bérets verts, un film de propagande à part entière pendant la guerre du Vietnam. Les spectateurs ont adoré, les manifestants ont détesté ça. Lors de la première à New York, des gens ont agité des drapeaux du Viet Cong. Le film était bruyant, violent et rempli d'explosifs. Des membres de l'équipe ont été blessés sur le plateau. Les critiques l'ont démoli, mais le box-office l'a sauvé. Wayne se fichait de la réaction négative. Il voulait dire à l'Amérique qu'elle était toujours forte. En 1969, il a joué Rooster Cogburn dans $100 pour un shérif. Le film lui a valu son seul Oscar. Il avait 62 ans, affaibli par le cancer et avait du mal à respirer. Pendant le tournage, il s'est effondré d'épuisement. La production a été interrompue pendant une semaine pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Mais il a terminé le film et le public l'a de nouveau adopté. C'était son triomphe final, mais en coulisses, son corps l'abandonnait. En 1969, après une opération de la vésicule biliaire, les médecins ont découvert un cancer de l'estomac. Il s'était déjà propagé. Ils lui ont enlevé l'estomac. Il a essayé de commencer un traitement, mais il était trop faible. Il est décédé 5 mois plus tard à l'âge de 72 ans. Son dernier film, Le Dernier des Géants, réalisé en 1976, racontait l'histoire d'un tireur mourant. Il reflétait sa propre vie plus que quiconque ne voulait l'admettre. En 1971, 8 ans avant sa mort, Wayne a accordé une interview à Playboy qui allait détruire son héritage. Il a dit qu'il croyait à la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient suffisamment éduqués. Il a dit qu'il ne se sentait pas coupable de l'esclavage. Il a qualifié les Amérindiens d'égoïstes. Les mots sont sortis directement de sa bouche. En 2020, ces mots ont refait surface. Les gens ont exigé que son nom soit retiré des bâtiments publics. L'USC a retiré son exposition. Même son fils Ethan a dit qu'il n'y avait aucune excuse. Pendant ce temps, Joseph Staline adorait les films. Il avait des cinémas privés dans toutes ses maisons et regardait des films tous les soirs. En 1949, un cinéaste russe nommé Sergueï Gerasimov s'est rendu à New York pour une conférence de paix. Là, il a entendu John Wayne s'exprimer fermement contre le communisme. Lorsque Gerasimov est rentré à Moscou, il a tout raconté à Staline. Staline savait déjà que John Wayne devenait puissant à Hollywood. Wayne avait aidé à lancer la Motion Picture Alliance en 1944. Il soutenait également le sénateur McCarthy et la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, qui avait mis de nombreuses personnes sur liste noire en 1947. Après avoir entendu le rapport complet et regardé un film ce soir-là, Staline est devenu furieux. Il a qualifié John Wayne de menace et a ordonné qu'il soit tué. La première tentative a eu lieu au début des années 1950. 2 agents soviétiques ont prétendu être des agents du FBI. Leur plan était d'aller au bureau de Wayne chez Warner Brothers et de l'emmener quelque part pour le tuer. Mais le vrai FBI savait déjà ce qui se passait. Lorsque les faux agents se sont présentés, de vrais agents se cachaient dans une pièce voisine. Yakima Canott, ami proche et cascadeur de John Wayne, a déclaré plus tard que le plan était de les laisser venir et que John les affronterait lui-même. Lorsque les hommes soviétiques sont entrés dans le bureau, de vrais agents du FBI sont sortis avec des armes et les ont arrêtés. Les agents avaient tellement peur d'être renvoyés à Staline qu'ils ont accepté de devenir des agents doubles à la place. Ils ont donné à l'Amérique des informations secrètes juste pour éviter de rentrer chez eux. Ils savaient que Staline tuait les gens qui lui manquaient. Une autre tentative a eu lieu en 1953 pendant que Wayne tournait Hondo au Mexique. À ce moment-là, Staline était déjà mort, mais quelqu'un a quand même essayé d'aller jusqu'au bout. Un tireur d'élite avait été envoyé, prêt à abattre Wayne pendant le tournage, mais la sécurité mexicaine, déjà en alerte, a trouvé l'homme avant que quoi que ce soit ne se produise. Cela a montré jusqu'où les réseaux communistes étaient prêts à aller. Même après la mort de Staline, la menace contre Wayne était toujours bien réelle.
Il n'a pas reculé. Il n'a pas non plus accepté la protection du FBI. Il a juste dit « Je ne vais pas me cacher pour le reste de ma vie. C'est le pays de la liberté. » Cette citation est restée. Le détail le plus choquant n'est sorti qu'en 1983. Le cinéaste Orson Welles était à un dîner hollywoodien lorsqu'il a raconté l'histoire complète à l'auteur Michael Mann. Welles n'aimait même pas John Wayne, mais il a expliqué comment il l'avait appris de réalisateurs russes. L'un d'eux était Alexei Kapler, qui avait été envoyé en prison pour avoir fréquenté la fille adolescente de Staline. Kapler l'a dit au réalisateur Sergueï Bondarchuk, qui a demandé confirmation à Sergueï Guerasimov. Guerasimov, le même homme qui avait dénoncé Wayne à Staline en premier lieu, a tout confirmé. Ensuite, Bondarchuk l'a dit à Welles et Welles l'a transmis. Mann a ensuite écrit sur tout cela dans son livre « John Wayne, l'homme derrière le mythe ». En 1966, pendant la guerre du Vietnam, John Wayne a rendu visite aux troupes américaines. Mao Zedong, le leader communiste chinois, a envoyé un tireur d'élite pour le tuer. Le tireur d'élite a été arrêté avant que quoi que ce soit ne se produise. Lors de son interrogatoire, il a déclaré que Mao avait personnellement ordonné l'attentat. Mao pensait que Wayne était un symbole dangereux, en particulier pendant le conflit vietnamien. Mais même cela n'a pas arrêté Wayne. Il a continué, se présentant pour les troupes, s'élevant contre le communisme, ne se cachant jamais. En 1952, Wayne et le FBI ont collaboré lors d'un voyage. 2 agents soviétiques, encore une fois prétendant être du FBI, sont venus pour l'emmener. Wayne a joué le jeu. Il leur a offert des chaises. Puis, quand ils s'y attendaient le moins, il a sorti une arme et l'a pointée sur eux. « Maintenant, bande d'enfoirés, je vais vous tuer tous les deux », a-t-il dit. Il a appuyé 2 fois sur la détente. De fortes détonations ont retenti, mais il n'avait chargé que des cartouches à blanc. Les agents étaient terrifiés. Ils pensaient qu'ils étaient morts. Ce moment les a brisés mentalement. Ils ne s'en sont jamais remis. Yakima Canutt a ensuite partagé encore plus de détails. Il a dit que lorsque le FBI a informé Wayne du danger, Wayne a refusé de se cacher. Il a dit aux agents « Laissez-les venir, je m'occuperai d'eux ». Il ne voulait pas de garde du corps. Il ne voulait pas s'enfuir. Il voulait rester libre, vivre fièrement et affronter lui-même tout danger. En 1955, un groupe communiste a été découvert caché à l'intérieur d'une imprimerie de Burbank. Yakima et le groupe de cascadeurs de Wayne avaient créé leur propre réseau de surveillance privée. Quand ils l'ont découvert, ils n'ont pas attendu. Ils ont pris d'assaut l'endroit et ont battu les hommes violemment. Ensuite, ils leur ont acheté des billets d'avion pour la Russie. Aucun de ces hommes n'a jamais été revu. C'était comme s'ils avaient disparu. 4 ans plus tard, en 1959, quelque chose d'étrange s'est produit. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, a en fait rencontré John Wayne. Pendant la réunion, il s'est excusé. Il a dit que c'était une décision de Staline pendant ses 5 dernières années de folie. Lorsque Staline est mort, j'ai annulé cet ordre. Khrouchtchev avait toujours aimé les films de Wayne. Il a mis fin personnellement à la menace de mort. Après cela, il n'y a plus eu de tentative de la part des Soviétiques. La guerre froide était toujours en cours. Mais pour Wayne, le danger a finalement cessé. Les agents soviétiques qui avaient été capturés plus tôt avaient une grande raison de coopérer. Ils étaient terrifiés par Staline. Ils savaient que rentrer signifiait la mort. Après la fausse exécution de Wayne avec le pistolet à blanc, ils ont supplié le FBI de les garder en Amérique. Ils ont offert des renseignements précieux en retour et les États-Unis ont accepté. Ces 2 hommes ont fourni des informations qui ont aidé l'Amérique pendant les années les plus dangereuses de la guerre froide. Pourtant, tout le monde ne croit pas à l'histoire. Certains pensent que ce n'est qu'une création de mythe de la guerre froide. Le livre de Michael Mann en 2003 a raconté la version complète, mais sa principale source avait été Orson Welles, qui l'avait dit sans aucune incitation. L'histoire avait tellement de parties dramatiques qu'elle ressemblait à un film lui-même. Les cascadeurs de Wayne battant des communistes, des tireurs d'élite au Mexique, des agents doubles changeant de camp.
Certains disent que ce ne sont que des légendes hollywoodiennes qui grandissent avec le temps. Staline était connu pour aimer les westerns. Il avait des salles de projection privées. Aurait-il vraiment voulu la mort du héros cowboy? Des années plus tard, John Wayne a fait face à un type de réaction très différent. En 2020, pendant les manifestations de Black Lives Matter, les gens ont commencé à partager une ancienne interview de 1971 que Wayne avait accordée à Playboy. Il avait dit « Je crois à la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point d'être responsables. » Il a également rejeté la souffrance des Amérindiens. Ces citations ont conduit à des appels à renommer l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange. Le Parti démocrate a adopté une résolution demandant le changement. Plus de 6000 personnes ont partagé la pétition en ligne. L'USC a même retiré son nom de leur école de cinéma et la Californie avait déjà rejeté une proposition pour la journée John Wayne en 2016. De plus en plus de personnes ont commencé à remettre en question son héritage. Malgré cela, Wayne a eu une carrière énorme. Il a joué dans plus de 170 films. Ces films ont rapporté environ 700 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Cela a fait de lui la plus grande star du box-office de son époque. Il a eu 32 films qui ont atteint la liste des plus gros succès de Variety. En commençant par Rip the Wild Wind en 1942, qui a rapporté 4 millions de dollars, jusqu'à Le Dernier des Géants en 1976, qui a rapporté 6 millions de dollars. Mais son rôle dans les listes noires de l'ère McCarthy est toujours controversé. Il a ouvertement soutenu la mise sur liste noire, en particulier contre le réalisateur Edward Dmytryk. Dmytryk a fini par nommer 22 personnes pour revenir dans l'industrie. Wayne a dit plus tard, « Il est le seul gars qui m'ait jamais dupé. » Wayne a même dit que ceux qui étaient sur liste noire auraient simplement dû être envoyés en Russie. Quand il est mort en juin 1969, John Wayne a laissé derrière lui une tempête de problèmes familiaux. Sa succession valait 6,45 millions de dollars. Il avait 7 enfants et avait écarté sa troisième femme, Pilar. En 2010, sa fille Aïssa a poursuivi son frère Ethan au sujet de revendications de propriété. La bataille a traîné en longueur. Les petits-enfants s'en sont mêlés. Certains ont revendiqué des participations de 2,8 %. D'autres ont dit qu'ils en possédaient 14 %. En 2011, plus de 700 objets personnels ont été vendus aux enchères. Son nom est devenu un champ de bataille juridique. Certains biographes pensent que Wayne s'était construit une légende de dur à cuire autour de lui. Que peut-être les histoires sur Staline et le KGB ont été exagérées pour faire de l'effet. Peut-être même Wayne a-t-il aidé cette image à se développer exprès. Mais que ce soit un mythe ou une réalité, l'histoire n'a jamais disparu. Un cow-boy qui s'est dressé contre Staline. Une star de cinéma qui a sorti une arme sur des assassins. Un patriote qui a refusé de se cacher. Un homme compliqué qui s'est fait des ennemis et des légendes en même temps. Et un héritage qui, même aujourd'hui, divise encore les gens.